Bonjour à tous. Le thème qui nous réunit aujourd'hui porte sur la genèse du régime administratif français. Bon, la question va être extrêmement simple et très historique, je l'admets. Pourquoi, pourquoi existe-t-il un droit spécialement dédié à l'administration et pourquoi existe-t-il un juge, le juge administratif, spécialement dédié à l'administration? Alors, nous allons partir, si vous le voulez bien, de la Révolution française et de l'instauration, évidemment, du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, principe qui est consacré par deux textes majeurs. D'une part, la loi des 16-24 août 1790 et d'autre part, le décret du 16 fructidor de l'an 3. Donc, par ces deux textes, on veut exonérer l'administration de tout contrôle de la corporation judiciaire. Ce n'est d'ailleurs pas nouveau. Puisque on se souvient que sous l'Ancien Régime, l'édit de Saint-Germain de 1641 avait déjà exonéré pour partie l'administration royale du contrôle de la corporation judiciaire, en l'occurrence des parlements. Bon, eh bien, on est dans la même logique au moment de la Révolution. On veut écarter tout contrôle du juge sur l'administration. Pourquoi ce principe de séparation des autorités administratives et judiciaires? Je pense qu'il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est d'une part la volonté de mettre en place une administration extrêmement forte. Et donc pour avoir une administration extrêmement forte, ce qu'on appellera d'ailleurs à un moment donné l'administration jacobine, l'État jacobin, pour avoir une administration extrêmement forte, on veut l'exonérer de tout contrôle du juge, d'une part. Et puis d'autre part, seconde explication, c'est la méfiance à l'égard de la corporation judiciaire. Méfiance à l'égard de cette corporation, ce qui va donc conduire à la mise en place de ce principe. Principe évidemment majeur, mais le problème va être de déterminer qui va pouvoir contrôler l'administration, parce que on se retrouve avec une administration extrêmement forte, une administration extrêmement centralisée, une administration extrêmement puissante, mais une administration qui n'est soumise a priori à aucun contrôle. Donc il faut réussir à mettre en place un système permettant de contrôler cette administration. Et donc le contrôle sur l'administration, c'est-à-dire la mise en place d'un véritable état de droit. Le contrôle sur l'administration va se faire en plusieurs étapes. La première étape, c'est la mise en place du système de l'administrateur-juge, notamment par la loi des 6, 7 et 11 septembre 1790. Alors c'est quoi le système de l'administrateur-juge? C'est l'administration qui se juge elle-même. C'est l'administration qui se juge elle-même. Comme le disait Henrion de Poncé, juger l'administration, c'est encore administrer. Voilà. Donc, l'administration se juge elle-même, mais on mesure bien à quel point ce système de l'administrateur-juge est limité. On mesure bien à quel point les contrôles sur l'administration sont relativement modérés ou très insuffisants en réalité. Et donc, pour cette raison, on va passer à une deuxième étape. La deuxième étape, c'est la mise en place d'une juridiction administrative, avec évidemment la création du Conseil d'État par la Constitution du 22 Frimaire de l'an 8, accompagnée par la mise en place des conseils de préfecture par la loi du 28 Pluviose de l'an 8. Donc, on a là une évolution qui est absolument fondamentale, puisque cette fois, on met en place une juridiction spécialement dédiée au contrôle de l'administration. Voilà. Le problème, c'est que la justice, à l'époque, est une justice retenue. Cela signifie quoi? Ça signifie tout simplement que le Conseil d'État ne tranche pas véritablement les litiges. Le Conseil d'État se contente de rendre des avis, le Conseil d'État se contente de conseiller l'administration, qui tranche in fine les litiges, c'est l'administration, les supérieurs les plus élevés de l'administration eux-mêmes. Donc le contrôle sur l'administration est quand même extrêmement limité, on est encore très largement dans le système de l'administrateur-juge. Mais ça veut dire aussi une chose, cela veut dire que le Conseil d'État, je le répète, il est là pour conseiller l'administration. Le Conseil d'État, il est là pour protéger en réalité cette administration. Et donc il fonctionne largement de concert avec l'administration. L'évolution majeure va évidemment intervenir avec la loi du 24 mai 1872. Alors cette loi du 24 mai 1872 présente de multiples intérêts. Le premier intérêt, c'est la consécration légale du recours pour excès de pouvoir. Bon, on aura l'occasion de le voir, mais le recours pour excès de pouvoir est un recours qui est d'origine prétorienne, d'origine jurisprudentielle. On évoque très souvent l'arrêt Landrin, rendu par le Conseil d'État en 1826. Bon. Donc c'est un recours d'origine prétorienne, mais cette fois, la loi consacre ce recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire ce recours en annulation des actes de l'administration.
Premier intérêt majeur de cette loi. Deuxième intérêt de la loi du 24 mai 1872, c'est la réinstauration du tribunal des conflits. Réinstauration du tribunal des conflits, parce que le tribunal des conflits avait été créé une première fois en 1848, mais il n'a pas duré. Il n'a pas duré puisque dès le Second Empire, il a été supprimé. Voilà, donc là, il y a réinstauration de ce tribunal des conflits. Enfin, troisième intérêt, c'est l'instauration de la justice déléguée. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le Conseil d'État, mais les juridictions administratives, parmi lesquelles on peut inclure le tribunal des conflits, cela veut dire que ces juridictions vont pouvoir désormais statuer pleinement. Elles ne vont pas se contenter de rendre des avis, elles vont pouvoir véritablement trancher des litiges. Elles vont pouvoir trancher des litiges, et d'ailleurs cette loi du 24 mai 1872 va être, j'ai envie de dire, confortée par le Conseil d'État lui-même, qui en 1889 va rendre l'arrêt Cadeau, arrêt par lequel le Conseil d'État abandonne très clairement le système du ministre-juge. En d'autres termes, à partir de là, on va avoir une juridiction administrative apte à statuer, on va dire, souverainement. Le résultat va être évidemment cet arrêt du tribunal des conflits de 1873, que vous connaissez tous, c'est l'arrêt Blanco. Alors évidemment, c'est un arrêt essentiel. Certains y voient même un arrêt fondateur du droit administratif. Je pense que c'est un peu excessif, puisque le Conseil d'État s'était prononcé. Mais c'est un arrêt qui présente plusieurs intérêts qu'il convient évidemment de rappeler. Le premier intérêt, c'est évidemment le renforcement de la responsabilité de l'État du fait d'une activité de service public. Bon. Alors, contrairement à ce que disent certains, la responsabilité de l'État pouvait être engagée, et elle l'a été d'ailleurs, avant l'arrêt Blanco. Toutefois, elle ne pouvait être véritablement engagée que quand une loi l'autorisait. Donc, la responsabilité de l'État était extrêmement limitée. Elle était, je le répète, limitée au cas prévu par le législateur. Là, avec l'arrêt Blanco, le tribunal des conflits franchit un pas, puisque, effectivement, il admet cette responsabilité de l'État dans un cas qui n'est absolument pas prévu par la loi. Alors évidemment, c'est une conséquence de la loi du 24 mai 1872. On instaure la justice déléguée, on donne aux juridictions la possibilité de statuer pleinement, elles se saisissent de cette occasion. Mais cela signifie aussi une chose, c'est que l'arrêt Blanco, s'il est essentiel en lui-même par ce principe d'affermissement de la responsabilité de l'État, cet arrêt Blanco peut aussi être vu comme un point de départ, puisque à partir de l'arrêt Blanco, la responsabilité de l'administration ne va cesser de se renforcer. Que l'on songe par exemple à l'arrêt rendu par le Conseil d'État en 1895, l'arrêt Cam, qui pour la première fois admet une responsabilité sans faute de l'État, que l'on songe aussi à ce très important arrêt Tommaso Greco, rendu par le Conseil d'État en 1905, arrêt par lequel le Conseil d'État pour la première fois admet la responsabilité de l'État du fait de ses activités de police. C'est-à-dire, cette fois, on admet la responsabilité de l'État du fait d'une activité régalienne, ce qui est une évolution absolument majeure. Et ce qui démontre que, à partir de Blanco, en réalité, il va y avoir véritablement cette accentuation du contrôle du juge sur l'administration. Premier intérêt. Deuxième intérêt de l'arrêt Blanco, c'est de considérer que cette responsabilité n'est ni générale ni absolue. Cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement que cette responsabilité de l'État ne peut pas relever des règles du Code civil, et donc elle relève de règles spéciales, les règles du droit administratif. En d'autres termes, le deuxième intérêt de l'arrêt Blanco, c'est de consacrer explicitement le dualisme juridique, c'est-à-dire qu'à côté d'un droit privé, il doit y avoir pour l'administration un droit spécial, le droit administratif. Bon. Et puis, troisième intérêt, évidemment, de l'arrêt Blanco, c'est la consécration du principe de liaison de la compétence et du fond. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, puisque sur le fond, le litige est soumis au droit administratif, s'agissant d'une activité de service public, eh bien, la compétence juridictionnelle doit être celle du juge administratif. C'est le principe de liaison de la compétence et du fond, mais c'est par là même l'occasion de consacrer le dualisme juridictionnel. C'est-à-dire que, à côté de juridictions judiciaires,
dédiée au contrôle des actes de droit privé, il doit y avoir une juridiction administrative spécialement dédiée au contrôle de l'administration. Voilà. Alors, évidemment, cet arrêt Blanco est un arrêt majeur. Est-il encore d'actualité? On peut en discuter. On observe d'une part, que c'est à partir de cet arrêt que la responsabilité, je le répète, de l'administration va cesser de se renforcer. Et nous verrons au cours de ces différentes séances que cette responsabilité est devenue le principe. L'irresponsabilité est aujourd'hui l'exception. Et donc, de ce point de vue, il a eu une portée majeure. Maintenant, sur la question de la compétence, eh bien, on sait très bien qu'aujourd'hui, dans une affaire similaire à l'affaire Blanco, la compétence ne serait plus celle du juge administratif, c'est le juge judiciaire qui serait compétent. Pourquoi? Pour deux raisons au moins. La première raison, c'est que dans l'affaire Blanco, il était en cause une activité de service public. Simplement, cette activité concernait la manufacture des tabacs de la Gironde, manufacture qui produit mais qui commercialise également du tabac. Voilà. Que serait aujourd'hui cette activité? Ce serait une activité relevant d'un SPIC, incontestablement, c'est-à-dire d'un service public industriel et commercial. Simplement, la notion de SPIC n'existait pas, et c'est vraiment par l'arrêt du tribunal des conflits de 1921, Société commerciale de l'Ouest africain, ce que vous connaissez sous le nom de l'arrêt du bac des locats, que cette notion de SPIC est apparue. Donc, la première raison justifiant qu'aujourd'hui, la compétence dans l'affaire Blanco serait celle du juge judiciaire, c'est qu'il y a là, à l'évidence, une activité de SPIC, ce qui n'existait pas, évidemment, en 1873. La seconde explication, la seconde raison, elle est légale. Elle est légale puisque le 31 décembre 1957 a été adoptée une loi qui octroie au juge judiciaire compétence pour réparer les préjudices liés aux véhicules de l'administration ou sous la garde de l'administration. Or, dans l'affaire Blanco, c'est un wagonnet qui a causé ce préjudice extrêmement grave à la demoiselle Agnès Blanco. Bon, un wagonnet peut être considéré comme un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957. À ce titre, c'est le juge judiciaire qui, là encore, aujourd'hui, serait compétent. Donc, cet arrêt Blanco, il est ambivalent. Pour partie, effectivement, c'est un arrêt majeur et toujours d'actualité parce qu'il consacre clairement une accentuation du contrôle sur l'administration. Mais pour une autre partie, sur la question de la compétence, il mérite sans aucun doute d'être nuancé. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de voir à quel point le juge judiciaire est aujourd'hui largement compétent à l'égard de l'administration. Je vous remercie.